Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jacqueline Moussavende. Je suis professeure agrégée à l'Université de Montréal, à Calgary, Alberta. Je suis aussi membre du comité de coordination de la Coalition pour les données fédérales sur le secteur à but non lucratif. C'est avec joie que je souhaite très chaleureusement la bienvenue à tout le monde. Nous sommes enchantés que vous soyez des nôtres aujourd'hui pour cette plongée en profondeur dans les résultats d'une enquête passionnante de Statistique Canada sur le secteur. Avant de commencer notre conversation, nous allons d'abord commencer par prendre le temps pour reconnaître les espaces physiques et virtuels où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de Banff, le parc national Banff, et j'aimerais bien reconnaître cet endroit. Banff, comme je le vois aujourd'hui, c'est un joyau de la nature. Je reconnais que le parc national Banff se trouve dans le territoire actuel des Premières Nations signataires des traités numéro 6, 7 et 8, ainsi que sur le sol naturel natal des Métis. Les terres et les eaux du parc national Banff sont utilisées depuis des millénaires par les peuples autochtones pour leurs activités de subsistance, leurs cérémonies, leurs échanges commerciaux et les déplacements. Nous les remercions de leurs intendances continues et nous leur sommes reconnaissants de bien vouloir partager ce territoire avec nous. Nous reconnaissons aussi que les groupes autochtones ont des liens de longue date avec le parc national Banff. Il est impératif que chacun de nous travaille avec eux pour leur permettre de renouer avec les terres et les eaux de leur territoire ancestral, ainsi que pour élargir la mise en valeur et la commémoration authentique de leurs histoires et de leur culture dans ce parc. Donc aujourd'hui, nous allons demander à Sébastien, qui est notre conférencier aujourd'hui, de présenter un bref exposé, puis nous passerons à la phase de discussion où nous répondrons à quelques questions des participants. Veuillez noter que vous devrez utiliser la fonction QR aux questions et réponses officielles pour participer à la discussion. Comme nous ne répondons pas aux questions pour les conversations en ligne, en direct ou clavardage, vous pourrez poser vos questions à tout moment, mais nous n'y répondrons qu'à la fin du webinaire. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez cet enregistrement dans quelques semaines, ainsi que les ressources connexes. Le sous-titrage est activé et si vous avez d'autres questions sur l'accessibilité, s'il vous plaît, veuillez nous en informer dans le clavardage et dans le chat direct. Voici donc le contexte aujourd'hui de notre webinaire. Ce webinaire est organisé par la Coalition pour les données fédérales sur le secteur à but non lucratif. Ce groupe a pour objectif de faire avancer les priorités du secteur à but non lucratif dans le domaine des données collectées et diffusées par le gouvernement fédéral. Il compte actuellement des représentants de plus de 40 organismes et institutions. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Coalition pour les données fédérales sur le secteur à but non lucratif, ou si vous souhaitez y joindre, veuillez prendre contact à l'adresse politique publique au pluriel à imaginecanada.ca. Cette série de webinaires vise à sensibiliser le secteur aux données le concernant et à son utilisation pour faire avancer nos missions. Maintenant, je vais passer aux présentations. Je vais demander à Sébastien de se présenter. S'il vous plaît, Sébastien. Alors, merci beaucoup et j'espère que vous pouvez bien m'entendre. Je vais commencer avec le fait que je vous parle d'Ottawa et j'aimerais mentionner qu'Ottawa est bâti sur un territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquine et j'aimerais rendre hommage non seulement à ce peuple,
mais aussi à toutes les Premières Nations, à tous les Inuits et à tous les Métis, de même qu'aux précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Donc, d'abord, je vais me présenter. Mon nom est Sébastien Larochelle-Côté. Je suis le directeur du Centre des projets spéciaux sur les entreprises. C'est moi qui ferai la présentation aujourd'hui. J'aimerais remercier tout d'abord le professeur Moussa Bendé pour avoir accepté de me modérer et de faciliter la conversation aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier la coalition pour l'invitation et pour l'organisation du webinaire aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous et de pouvoir partager avec vous les résultats. Et j'aimerais aussi remercier Imagine Canada, un partenaire que nous avons ici à Statistique Canada depuis plusieurs années. Donc, encore une fois, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais demander à ce moment-ci de peut-être, si on pouvait mettre la présentation, partager la présentation pour que je puisse débuter. Merci. Alors, comme je le disais, le but de la présentation aujourd'hui est de vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a fait récemment, ici à l'intérieur de l'organisation, mais aussi en collaboration avec le secteur. On va passer à la diapositive suivante. Donc, la présentation est divisée en 3 parties. Tout d'abord, on va parler de ce qui, en fait, a mené à l'enquête. Donc, comment est-ce que cette enquête-là a été conçue? Comment est-ce que, à partir de quoi? Quels sont les instruments qu'on a utilisés pour pouvoir construire cette enquête-là? Ensuite, on va parler des résultats. Donc, on va faire un survol des statistiques. Il y a eu énormément de statistiques qui ont été publiées suite à l'enquête et toutes ces statistiques-là sont disponibles sur notre site Web. Mais dans cette présentation-ci, on va faire un survol. On va vous montrer quels sont les résultats qu'on a trouvés les plus intéressants lorsqu'on a évalué les résultats de l'enquête en question. Et finalement, on va conclure en parlant des autres initiatives qui existent à l'intérieur de l'organisation parce que au niveau du secteur des organismes sans but lucratif, l'enquête que je vais vous décrire aujourd'hui n'est pas la seule initiative que Statistique Canada effectue en termes de collecte de données et en termes de diffusion des données sur le secteur. Donc, c'est une façon pour nous, une opportunité pour moi de vous parler de l'ensemble de ce qui est produit à l'intérieur de l'organisation pour le secteur. On va passer à la diapositive suivante. Donc, quelle est la source? Comment est-ce qu'on en est venu à la conclusion qu'on avait la possibilité de faire cette enquête? Bien, c'est venu d'un plan d'action, le plan d'action sur les données désagrégées, qui est un plan d'action qui a été implanté il y a quelques années ici à l'intérieur de l'agence pour accroître et améliorer les statistiques sur plusieurs populations, diverses populations. Et appuyer des méthodes de collecte de données plus représentatives. Donc, l'idée avec tout ça, c'est d'avoir des données plus granulaires, plus représentatives, pour jeter un regard sur différents groupes de population. Comme le disait en fait un ancien statisticien en chef, notre ancien statisticien en chef, l'époque des moyennes nationales est terminée, est révolue. C'est important de générer des moyennes nationales, mais c'est aussi important de jeter un regard sur les groupes de population qui composent la diversité de ce pays-là. Et c'est une mission qui est très importante et c'est la raison pour laquelle le plan d'action sur les données désagrégées a été mis sur pied. Nous avons donc pu bénéficier de certaines ressources par rapport à ce plan pour mettre sur pied l'enquête canadienne sur la situation des entreprises. Donc, cette enquête-là, c'est une enquête qui est financée par le plan d'action et on a pu faire une enquête spécifiquement sur le secteur à but non lucratif, le secteur à but non lucratif à l'intérieur de l'enquête sur la situation des entreprises. On va passer à la diapositive suivante. Donc, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est l'enquête canadienne sur la situation des entreprises, c'est un outil très souple. C'est une enquête qui est tenue, qui est effectuée au niveau, au niveau trimestriel, donc à tous les trimestres. On fait une enquête auprès de toutes les organisations, toutes les entreprises, et ça comprend les organismes sans but lucratif. Donc, les organismes sans but lucratif font déjà partie de cette enquête-là plus large, plus générale. Mais ce qu'on a décidé de faire, on a décidé de faire un module spécial à partir de cette enquête
cette année lors d'un trimestre pour pouvoir poser des questions qui sont spécifiques au secteur comme tel. Alors, on va passer à la citation suivante. C'est alors qu'on a décidé de constituer un groupe, un comité aviseur, en fait, composé des membres du secteur. Donc, on a environ 25 à 30 personnes, 25 à 30 représentants du secteur qui font partie de ce comité aviseur-là. Et c'est avec la collaboration des gens qui font partie de ce groupe-là qu'on a pu identifier quelles seraient les questions additionnelles qu'on poserait à l'intérieur du module de l'enquête canadienne sur la situation des entreprises dédié aux organismes sans but lucratif. Donc, on nous a dit qu'on avait besoin de données sur la diversité. Donc, la diversité était quelque chose de très important au niveau du secteur. C'est pourquoi on a décidé de faire la collecte de données sur les caractéristiques démographiques, je dirais socio-démographiques des conseils d'administration, mais aussi des membres de la direction. Donc, on parle ici des gestionnaires. OK? Le secteur nous a dit aussi qu'ils étaient intéressés à obtenir des informations sur les sources de financement et les dépenses, sur la capacité de la demande, sur les populations desservies, qui est un autre facteur de diversité, hein, parce que c'est important de savoir quels sont les groupes de population qui sont desservis par les différents secteurs, et sur les bénévoles. Donc, est-ce que les organismes sans but lucratif bénéficient du support d'un réseau de bénévoles? Et si oui, combien? Donc, on va passer à la diapositive suivante. Et ça, c'est important pour vous de le savoir. Ce qu'on a fait, on a défini le secteur en utilisant une définition qui est déjà existante. Donc, nous, on a à l'intérieur de l'organisation ce qu'on appelle le compte satellite des institutions sans but non lucratif et du bénévolat. Donc, ce compte satellite-là, il existe, c'est quelque chose qu'on produit depuis des années, qui vous fournit des informations sur la contribution économique du secteur, mais aussi le nombre d'emplois, les revenus et la part, finalement, du PIB. Saviez-vous, par exemple, que le secteur, c'est, si ma mémoire est bonne, 230 milliards, OK, en fait, de contribution économique. 2,6 millions de personnes sont employées dans le secteur, 8,4 du PIB. C'est des chiffres qui sont très, très importants, qui ajoutent à la réflexion. Mais ce que vous devez retenir de cette diapositive-là, c'est qu'il y a moyen de séparer le secteur en trois différentes grandes familles, disons. Le premier, c'est des institutions communautaires sans but lucratif. Vous avez des organisations qui œuvrent dans le domaine des services sociaux, la défense des droits, du sport, des loisirs. Vous avez aussi des institutions commerciales sans but lucratif. Donc, ça, c'est des associations d'affaires, les chambres de commerce, les associations de copropriétaires. Et finalement, vous avez des institutions gouvernementales sans but lucratif. Donc, ça comprend les hôpitaux, ça comprend les établissements de soins, ça comprend les universités et les collèges. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de choses là-dedans. Donc, c'est extrêmement varié en fait de taille, OK, mais aussi en fait d'activité. Donc, ce qu'on peut faire, nous, mais avec cette enquête-là, c'est qu'on peut diviser les résultats selon ces trois grandes familles-là, hein, mais aussi selon les régions où est-ce qu'elles se trouvent. Donc, on a été en mesure de diviser les résultats selon 6 régions au niveau du pays, 13 secteurs d'activité différents et 5 catégories de taille. Donc, c'est quand même assez désagrégé comme résultat. OK? Et on a pu le faire en augmentant l'échantillon traditionnel de l'enquête canadienne sur la situation des entreprises avec 8000, OK? 8000 organismes sans but lucratif qui font partie de l'échantillon du module et dont le taux de réponse, dont le taux de réponse a été assez satisfaisant. En fait, plus élevé que le taux de réponse qu'on obtient habituellement dans l'enquête canadienne sur la situation des entreprises. Donc, je voulais profiter de l'occasion pour remercier peut-être les organismes qui nous écoutent à l'heure actuelle et qui ont participé à l'enquête, parce que plus les taux de réponse sont élevés, plus on est en mesure de fournir des informations désagrégées. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Donc, ici, ce que vous avez, c'est une simple introduction des résultats. C'est pour vous démontrer dans quel secteur d'activité les organismes sans but lucratif œuvrent. Donc, peut-être que plusieurs d'entre vous ne seront pas surpris de constater que le secteur des sports et des loisirs, c'est le tiers de l'ensemble des organismes sans but lucratif au Canada. C'est suivi par les organismes religieux, qui composent 20 donc 1 sur 5. Ça, c'est très intéressant.
Les organismes qui font de l'octroi de subventions, collecte de fonds et promotion du bénévolat, 8,8 ensuite, vous avez toute la liste des services sociaux, développement et logement, association d'affaires, agriculture. Donc, la somme de tout ça, c'est 100 on a constaté aussi que les organismes qui sont liés à la santé et à l'environnement, c'est 1 et 0,4 Bon, bien sûr, quand vous avez des centaines de milliers d'organismes à but non lucratif au Canada, c'est quand même, en termes absolus, ça représente un bon chiffre, mais en fait, de proportion, c'est relativement petit par rapport aux autres catégories. On va passer à la diapositive suivante. Donc ici, ce que vous avez, c'est, on trouve le résultat des questions qu'on a posées. Donc, une des premières questions posées était, quel est votre public cible? Quel est le groupe que vous desservez, que vous êtes, quel est en priorité? OK? Et ce qu'on constate, c'est que 42 quand même des organismes sans but lucratif ont répondu le public général. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne servent pas d'autres groupes de population plus spécifiques, mais c'est quand même intéressant de constater que 42 donc on n'est pas loin de la moitié, là, qui fournissent des services à l'ensemble de la population canadienne. Mais vous avez 14 des organismes sans but lucratif dont la clientèle est principalement des enfants ou des jeunes. Et par la suite, vous avez les organismes qui sont principalement dédiés aux personnes d'une religion ou d'une affiliation spirituelle, c'est 9,1 donc ça arrive au troisième rang. Et ensuite, vous avez d'autres groupes de population, les personnes âgées, 5 les familles, 4 les ménages à faible revenu, 3,4 les personnes exerçant des professions particulières ou des membres de syndicats, parce qu'on a plusieurs associations d'affaires, on a plusieurs syndicats qui font partie des organismes sans but lucratif, donc 4,7 les femmes, 2,4 les personnes ayant des troubles de santé mentale, 1,6 vous avez d'autres groupes, 3,2 donc il y a plusieurs autres groupes qui font partie de ça. Ça comprend, par exemple, les peuples autochtones, ça comprend les anciens combattants, etc., etc. Donc, vous avez, on va dire, plusieurs groupes qui sont représentés là-dedans, mais étant donné que c'est un pourcentage plus petit, on les a regroupés là-dedans. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la réponse à la question. Quel public? Quels sont les groupes que vous servez d'abord et avant tout? Dans la diapositive suivante, on parle de la composition du conseil d'administration. Donc, on a posé la question à savoir quelle est la diversité de votre conseil d'administration. Encore là, des résultats très intéressants. Donc, près de la moitié des organismes à but non lucratif. Je tiens à spécifier que c'est la quasi-totalité, donc on parle de 92 ou 93 des organismes sans but lucratif ont un conseil d'administration. Donc, parmi ceux qui ont un conseil d'administration, c'est près de la moitié des membres sont des femmes. On a aussi regardé les membres des minorités visibles, donc presque 10 sont des membres des minorités visibles, donc des membres du conseil d'administration. Les personnes qui ont une incapacité, donc 3 n'est-ce pas, des membres du conseil d'administration. Premières Nations, Métis et Inuit, 2,6 personnes non binaires, 0,8 qui font partie des conseils d'administration. On a posé la même question aussi parmi ceux qui font partie des cadres supérieurs, donc les gestionnaires, et on voit que les pourcentages sont plus ou moins semblables, mais un pourcentage plus élevé de femmes font partie des cadres supérieurs des organismes sans but lucratif. On est à 56 donc plus de la majorité, sont des femmes. Donc, on voit que les femmes sont très actives à l'intérieur des organismes sans but lucratif au Canada. Bien sûr, ces pourcentages-là, je tiens à le spécifier, varient beaucoup selon le type d'organisation. Donc, par exemple, si on regarde les membres des minorités visibles, c'est plus élevé au niveau des organisations religieuses. Donc, vous avez un plus haut pourcentage de minorités visibles lorsqu'on regarde les organismes sans but lucratif qui sont des organisations religieuses. Donc, vous pouvez, en fait, ces pourcentages-là varient beaucoup selon le secteur et je vous invite à regarder les résultats pour en savoir plus. La diapositive suivante, c'est juste pour vous donner un exemple de ce que je viens juste de dire. Donc, la proportion des femmes varie beaucoup selon le type d'organismes sans but lucratif. Par exemple, si on regarde les organismes qui sont dans le domaine des services sociaux, ben, c'est 70
qui sont des femmes dans les conseils d'administration. Très intéressant, mais la proportion de femmes est moins élevée au niveau des organismes religieux. Je vous parlais tantôt des minorités visibles. C'est aussi, on voit aussi beaucoup de variations de ce côté-là, selon le type d'association. Donc, par la suite, si on continue, si on passe à la suite, nous avons regardé aussi la question des bénévoles, comme je le disais. Donc, merci. Comme je le disais, c'est quand même une proportion élevée des organismes sans but lucratif qui bénéficient du soutien des bénévoles. Mais encore là, ça dépend du secteur d'activité. Donc, vous avez des secteurs d'activité qui dépendent davantage de bénévoles. 93 par exemple, dans le secteur des arts et de la culture. 93 aussi dans le cadre, dans le contexte des organismes religieux. Un peu moins élevé pour ce qui est des associations d'affaires, professionnelles et syndicales. Mais, je veux dire, de façon générale, quand même une majorité d'organismes sans but lucratif dans ce pays-là qui bénéficient de bénévolat. À la toute fin de la présentation, je vous mentionnerai du point de vue des individus, on a aussi des informations dans cette organisation qui parlent du degré d'implication des Canadiens dans les organismes sans but lucratif au niveau des heures de bénévolat qu'ils font. Et les résultats sont assez intéressants. Donc, restez à l'écoute. Pour l'instant, on va aller à la diapositive suivante qui va parler des finances. Donc, quelles sont les sources de financement? On a posé la question à savoir quelle était la principale source de financement des organismes sans but lucratif. Donc, pour plus de 20 des cas, c'est des dons des particuliers, qui sont, mais encore là, la diversité du secteur est telle que ça varie, ça aussi, ce pourcentage-là, en fonction de différentes caractéristiques. Donc, par exemple, si vous aviez des organismes qui sont enregistrés, les dons des particuliers représentent une part plus élevée du financement, 42 puis, si vous avez des petits organismes aussi, des organismes de 1 à 4 employés, 32 ce pourcentage-là est 32 Donc, 32 d'entre eux, pour 32 d'entre eux, les dons des particuliers sont la principale source de financement. Si on regarde les frais ou les droits d'adhésion, c'est quand même 18 des organismes au complet qui nous disent que les frais et droits d'adhésion sont la principale source de financement. Mais quand on regarde des associations d'affaires, ben, c'est quasiment la moitié. C'est quasiment la moitié des organismes dans cette catégorie-là qui nous disent que c'est leur principale source de financement. Peut-être pas complètement surprenant. On a aussi des organismes, ça dit ici organismes sans but lucratif, en fait, ce sont ceux qui sont non enregistrés. Donc, 29 pour ce qui est des frais ou des droits d'adhésion. Donc, parmi les organismes qui ne sont pas enregistrés, les frais d'adhésion sont la principale source de financement pour 29 d'entre eux. Financement des provinces ou des territoires. Pour 11 des organismes, la principale source de financement, mais si on regarde les organismes de santé, 44 des organismes de santé, pour 44 d'entre eux, le financement des provinces ou des territoires est la principale source de financement. Donc, comme vous le voyez, il y a énormément de diversité dans ce domaine-là. Ça dépend vraiment du domaine dans lequel les organismes œuvrent. Le profil financier va être complètement différent et je pense que cette enquête-là le démontre bien. On continue pour la suite, on est presque à la fin des résultats, donc courage. Mais cette diapositive-là est très intéressante. En fait, c'est une de celles qu'on a mis de l'avant à la fois dans notre communiqué de presse et dans plusieurs résultats. On a posé la question, est-ce que la demande pour vos services est à la hausse? OK? Et quand même, du moins au cours des derniers mois, est-ce que vous avez constaté une hausse au cours de la dernière année? Une hausse dans votre demande, seulement au cours de la dernière année, pour vos services. Presque la moitié des organismes sans but lucratif nous ont dit que la demande pour leurs services avait augmenté. Donc, ce n'est pas rien. OK? Un pourcentage beaucoup plus faible, seulement 10 ont dit qu'en fait, la demande avait diminué. Donc, vous avez une grande proportion de gens d'organismes qui disent non, nous, on fait face à une demande accrue pour nos services. OK? Toutefois, lorsqu'on a posé la question, est-ce que vous avez une capacité accrue pour rencontrer les besoins additionnels, ben c'est 24 donc la moitié de ceux qui nous disent qui font face à une hausse de service, seulement la moitié disent qu'ils sont capables de répondre à cette hausse-là.
Donc, on voit ici, on va dire, l'écart, si je puis dire, entre ceux qui disent qui ont de plus grands besoins et ceux qui disent qu'ils peuvent faire face à de plus grands besoins. Donc, ça, c'est un résultat très intéressant, selon moi, qui jette un éclairage peut-être sur les défis auxquels le secteur est confronté ces jours-ci. Oui, on peut passer à la diapositive suivante. Vous avez d'autres façons de consulter les résultats. On a un article dans le quotidien. Nous avons une infographie aussi. Cette infographie qui est très bien faite et donne un aperçu général. Tout ça est sur notre site web, bien entendu, de www.statcan.gc.ca. Et on a aussi un article qui a été écrit par nos partenaires, Imagine Canada, sur les résultats que je vous invite à consulter et dont le lien se trouve dans la présentation. Maintenant, si on peut passer à la dernière partie parce qu'on veut laisser du temps pour les questions. Je passe rapidement sur les 3 dernières diapositives, mais je vais simplement mentionner que nous avons aussi des outils additionnels cet outil-là, j'en parle rapidement, qui est aussi un produit de mon groupe, produit par Statistique Canada, bien entendu, mais par notre groupe aussi, a été la publication du tableau de bord interactif sur les organismes à but non lucratif qui se trouvent en région rurale. Donc, ce sont des données très, très, très spécifiques qui se trouvent dans... Quels sont les organismes à but non lucratif qui se trouvent dans les régions rurales? La définition est un petit peu différente. Ici, cependant, ce sont les organismes qui ont été actifs pendant l'année de référence, c'est-à-dire qui déclarent des revenus et ou des emplois. Donc, ceux qui n'ont pas de revenus ou qui n'ont pas d'emploi n'en font pas partie. On travaille là-dessus. Les données de référence sont 2019 et 2020. Ça a été diffusé la dernière fois en février 2024. Donc, quelque chose qui a été fait dans un contexte différent pour un autre client, mais qui est néanmoins peut-être intéressant pour vous à consulter. On va passer à l'enquête sur le don, le bénévolat et la participation, qui est le sujet de la diapositive que voici. Et ça, c'est une enquête qui était auprès des Canadiens. Donc, au lieu de... là, je sors complètement de mon enquête pour vous parler d'une autre enquête qui est effectuée périodiquement, pas tous les ans, mais périodiquement, on demande aux Canadiens quelles sont vos activités de bénévolat, combien d'heures vous avez fait du bénévolat. Et puis, la dernière fois qu'on l'a fait, les résultats ont été diffusés en juin 2020, donc ça fait un certain temps. Ce qu'on a trouvé à ce moment-là, c'est qu'il y avait 12,7 millions de personnes qui se sont portées bénévoles. Okay? L'année de référence est en 2018. Et c'est 1,7 milliard d'heures que ces gens-là ont donné, ont consacré à des activités formelles. Ça ne comprend pas les activités informelles. On a aussi cette question-là. Donc, si on ajoute des activités informelles en plus, c'est plus d'heures que ça. Mais lorsqu'on traduit ça en emploi, ben, c'est près de 900 000 emplois, en fait, qui sont l'équivalent de ce que les bénévoles fournissent en termes de main-d'œuvre. Donc, c'est pas rien. Et ça, ces données-là datent de 2018. Je vous rappelle que c'est l'année de référence. Cependant, on est actuellement à faire la collecte d'une autre enquête sur le bénévolat, la participation à l'heure actuelle. Donc, les données, je crois, je crois qu'on est sur le terrain, mais les données vont être publiées en 2025. Donc, je vous dirais encore là, restez à l'écoute. Les résultats seront publiés prochainement pour une autre version de cette enquête. Donc, toujours une enquête très intéressante qui génère énormément d'attention, aussi au niveau médiatique. Donc, je suis persuadé que vous allez en entendre parler. Et finalement, on va vous parler du compte satellite que j'ai mentionné brièvement au début de cette présentation pour vous dire que ça, c'est mis à jour de façon régulière. On a un outil interactif dont vous avez le lien ici. C'est un outil interactif qui est très facile à utiliser et qui vous montre finalement la contribution à chaque trimestre. À chaque trimestre, la contribution économique du secteur. Donc, c'est très utile en ce sens. Vous voyez que d'ailleurs, on voit ici la tendance, hein, que la contribution économique du secteur est en croissance depuis 2020. Donc, au cours des 4 dernières années, à chaque trimestre, ça a augmenté. Et là, vous êtes aussi dans une situation où le nombre d'emplois augmente, le nombre d'organismes augmente. Donc, on est en période de croissance. Disons que pour ce qui est du secteur, le secteur n'est pas en décroissance. Voilà ce qu'on peut constater avec ces résultats-là. Vous pouvez aussi faire
les calculs que vous voulez en utilisant cet outil interactif-là. C'est comme ça qu'on parvient au fameux chiffre de 8 du PIB, 8,4 pour être exact. C'est à partir de ces données-là que c'est fourni, de même que les données sur l'emploi. Donc, l'emploi total des personnes dans le secteur à but non lucratif, 2,6 millions de personnes, 2,6 millions de Canadiens et de Canadiennes. Donc, les prochaines étapes, en terminant, en espérant que je n'ai pas pris trop de temps, mais je voulais le mentionner parce que c'est important. Donc, nous, on veut poursuivre la collaboration avec le comité consultatif externe pour continuer d'évaluer les besoins du secteur. Donc, le comité consultatif externe a été extrêmement utile et on les remercie pour le développement de l'enquête dont je viens de vous parler. Mais nous voulons que cette collaboration se poursuive. Donc, nous, on veut être branchés sur le secteur un peu mieux et pour faire en sorte qu'on ait une meilleure connaissance de vos besoins, une meilleure coordination, une meilleure intégration de toutes les initiatives statistiques dans le secteur sans but lucratif. On veut travailler avec les autres ministères, bien entendu, avec les autres organismes, aussi avec les provinces et les territoires. Je spécifie qu'on a ce qu'on appelle ici, appelons ça un comité consultatif aussi au niveau des provinces et des territoires. Donc, on se rencontre régulièrement. Ce ne serait probablement pas une mauvaise idée, en fait, de discuter du secteur aussi avec les provinces et territoires à un certain moment donné. Encore là, cette collaboration-là est importante pour nous parce qu'à chaque fois qu'on fait une diffusion, on peut s'appuyer sur le secteur pour diffuser les résultats, ce qui pour nous aussi est très, très important. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en collaboration avec Imagine Canada. C'est la raison pour laquelle on a ce webinaire. C'est en fait pour parler des résultats, pour les diffuser, pour que vous puissiez en parler à votre tour dans vos organismes respectifs. Alors, je vais terminer en vous remerciant de votre attention et nous sommes maintenant prêts à écouter vos questions. Merci beaucoup, Sébastien. C'était incroyable de voir toutes ces données statistiques. Je sais que pas seulement au Canada, mais dans le monde entier, on a des problèmes à trouver des données, collecter des données pour comprendre en fait l'importance des sociétés avec des organismes lucratifs. Merci beaucoup pour nous donner ces informations. Alors, je vais essayer de trouver, pas vraiment vous demander de nous donner un peu de détails sur certains sujets. Vous avez déjà touché ces sujets, comme par exemple un groupe consultatif externe qui est composé de membres du secteur. J'aimerais bien savoir comment ce groupe a-t-il façonné et éclairé cette enquête. Je sais que vous avez déjà parlé de ça, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails, s'il vous plaît? Je vais commencer en disant que ce groupe-là était absolument essentiel et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, bien sûr, Statistique Canada, lorsqu'on fait une enquête, on va faire les questions, on teste les questions. Il y a tout un processus qui est associé avec les tests pour voir si les questions fonctionnent. Mais pour ce qui est des priorités, parce qu'il fallait prioriser, on n'avait pas le luxe de poser énormément de questions étant donné les ressources qu'on avait. Donc, nous, ce qu'on a dit au groupe, c'est, bon, on a des ressources limitées. Et donc, il faut faire des choix. OK? Bien sûr, si on avait eu un peu plus, disons, d'espace, on aurait posé davantage, mais on avait des contraintes à ce niveau-là. Mais à la fin, ça a peut-être été un avantage parce que le groupe, le rôle du groupe a été pour ça, c'était d'établir les priorités. La question du financement, la question des bénévoles et aussi, et je tiens à le spécifier, la question de la diversité. Donc, le secteur est excessivement, très, très, très caractérisé par la diversité. Et les membres du comité consultatif ont été excessivement clairs, non seulement sur la nécessité de générer des indicateurs de diversité sur les populations desservies, mais aussi sur ceux qui sont actifs à l'intérieur de l'organisme comme tel. Et ça, c'est parfois un défi.
Hein, parce que, bon, on pose la question, vous devez vous mettre à la place de ceux qui répondent au questionnaire, et on leur demande essentiellement d'imaginer les caractéristiques de diversité de ceux qui font partie du conseil d'administration, par exemple, parce que ce n'est pas toutes les personnes qui répondent séparément. C'est une personne par organisme qui doit répondre au nom de l'organisation. Et on s'est dit, bon, ben, on va l'essayer. On va l'essayer parce que c'est important pour le secteur. Donc, on est allé de l'avant et ça a fonctionné. On était en mesure d'avoir ces informations-là et de les publier, donc de faire ressortir la diversité, non seulement au niveau du conseil d'administration, mais aussi au niveau des cadres, donc au niveau de la haute gestion. Pour les employés, ça aurait été un petit peu plus complexe. La question est survenue, mais encore là, je veux dire, quand vous êtes, pour certains organismes, c'est probablement simple. Lorsque vous avez peu d'employés, bien, probablement que vous savez quelles sont les caractéristiques de diversité. Mais si vous pensez à un hôpital, vous pensez à des organisations très, très, très grandes, c'est peut-être un peu plus difficile. Ça prendrait peut-être un peu plus, un autre genre d'outils pour pouvoir y parvenir. Pas que ces outils n'existent pas, ils existent, mais pour saisir des employés aussi, il y a d'autres sources d'informations. On peut penser au recensement, euh, on peut penser à des enquêtes du côté du travail, par exemple, où est-ce qu'on fait aussi la collecte des caractéristiques de diversité au niveau des employés. Donc, de ce côté-là, c'est quand même assez bien couvert. Au niveau des gestionnaires, au niveau des conseils d'administration, ça l'était moins. Donc, le secteur, le comité consultatif a été excessivement clair sur cette notion-là. Et je les remercie de ça, parce que peut-être qu'on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas eu ce son de cloche-là. Hein? Mais on l'a fait, puis laissez-moi vous dire une chose. Ça va être utile non seulement pour le secteur, mais ça va être utile pour d'autres enquêtes aussi. Si on était capable de le faire ici, bien, ça veut dire qu'on est capable de le faire ailleurs. Et donc, dans ce sens-là, bien, ça va être une inspiration, je l'espère du moins, pour d'autres enquêtes. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien savoir aussi quelles ont été les contraintes que Statistique Canada a rencontrées au moment de collecte des données sur le secteur à but non lucratif. Quelles ont été donc les contraintes? C'est une excellente question. Vous savez, je vais séparer les contraintes, donc ça dépend toujours de la définition de contrainte, mais je vais essayer de parler de deux différentes sortes de contraintes. La première contrainte est au niveau technique, disons. Donc, est-ce que, si vous me demandez la question, est-ce qu'il y a des contraintes techniques à la collecte de données pour le secteur à but non lucratif? Je ne pense pas qu'il y en a. OK? On a une définition qui est très claire, qui existe depuis des années. Et c'est une définition qui est utilisée dans les comptes satellites. Donc, on a un registre des entreprises. Dans le registre des entreprises, ça comprend les organismes à but non lucratif. Donc, il n'y a pas de contraintes techniques nécessairement là, qui sont associées à la création d'un échantillon qui nous permet de jeter un éclairage sur le secteur à but non lucratif au Canada. On a cette possibilité-là. Donc, au niveau technique, il n'y en a pas de contraintes. Mais, je veux dire, ici, la contrainte qu'on avait, c'était une contrainte de ressources. Parce qu'on avait un certain nombre de ressources et on avait aussi une contrainte de temps. Parce qu'il fallait générer cette information-là au cours de l'année fiscale 23-24. Donc, il fallait faire vite. Mais, vous savez, quand on a des contraintes, ben, je veux dire, ça nous force en quelque sorte à penser de façon plus efficace. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a tiré profit du groupe consultatif. On a tiré profit du fait qu'on avait besoin de faire des choix, d'établir des priorités. Et ça nous a aussi forcé à utiliser un véhicule qui était déjà existant, c'est-à-dire l'enquête canadienne sur la situation des entreprises. Donc, on a transformé cette contrainte-là en opportunité. On me dit que ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait ce genre d'exercice-là. Nous n'avions pas assez, je pense, de ressources pour faire une enquête complète, comme on a fait en 2003, la fameuse enquête de 2003 dont tout le monde parle. Mais vous savez, si on a moins de ressources, mais qu'on peut utiliser les véhicules existants, bien, ça veut dire que le véhicule, tant qu'il existe, on peut s'en servir à nouveau. Il n'y a rien qui nous empêche de répéter l'exercice plus tard. Peut-être même avec des questions différentes, peut-être même avec les mêmes questions, peut-être avec un mélange de questions différentes et des questions existantes. C'est pas impossible de répéter l'exercice. Puis l'avantage de ça, c'est comme le véhicule existe, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est le remettre en ordre, puis on y va à nouveau.
La collecte, du moment de la collecte jusqu'à la diffusion des résultats, et ça, c'est quelque chose que je tiens à mentionner, ce véhicule-là permet la diffusion 6 semaines après la collecte des résultats. Donc, on était sur le terrain en hiver et on a diffusé les résultats à la fin du mois de mars. Donc, le 20 mars 2024, on avait les résultats. OK? Puis on a quand même fait la collecte au début de 2024. Donc, c'est quand même assez rapide. Donc, comme vous le voyez, le fait, d'utiliser notre imagination a peut-être été une bonne chose à la fin. Et là, je pense que je m'en vais vers votre prochaine question. Alors, je vais vous laisser la poser. Merci beaucoup. Oui, en fait, tu vois, on va venir à cette question. Comment Statistique Canada pense-t-il pouvoir améliorer la collecte de données sur le secteur? Puis, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire un mélange, parce que pour moi, quand il y a un défi, il y a des opportunités. Bon. Il y a des contraintes, il y a des défis. Oui, il y en a toujours. Dans tous les dossiers sur lesquels je travaille, il y en aura toujours. Mais je cherche généralement à transformer mes défis en opportunités. Et d'ailleurs, ça a été ça. L'opportunité, ça a été de réaliser qu'il existe un véhicule qui est dans l'enquête canadienne sur la situation des entreprises pour générer des informations rapidement sur le secteur et des informations qui sont à jour. Donc, vous remarquerez que je ne suis pas arrivé en vous disant ça, c'est des données de 2024, on a fait la collecte en 2022. Non, je suis arrivé et j'ai dit ça, c'est les informations qu'on a fait en 2024. On a fait la collecte en 2024. Les résultats datent de 2024. Donc, on n'est pas peu fiers de dire qu'on a été capable de faire ça rapidement, mais c'est le fait qu'on d'utiliser des infrastructures existantes. Je pense que c'est probablement quelque chose à garder en tête pour l'avenir, même lorsque les ressources sont plus grandes. Qui sait? Vous savez, si on a des ressources plus grandes, peut-être qu'à ce moment-là, on peut augmenter la fréquence, utiliser le même outil, mais le faire plus. Je vous rappelle qu'on est dans le secteur, on fait la collecte à chaque trimestre. Donc, avec cet outil-là, on est sur le terrain à tous les trimestres. Donc, l'infrastructure, elle existe. On a qu'à l'utiliser. Donc, c'est une opportunité. Ça a été vraiment une opportunité pour nous. L'autre opportunité pour moi, en tout cas, c'est vraiment le dialogue avec le secteur. Je veux dire, je pense qu'on n'avait pas ce dialogue-là de façon régulière. Et là, maintenant, on l'a. Il n'y a pas à l'intérieur de l'organisation, ici à StatCan, appelons ça la division du secteur à but non lucratif. Nous n'avons pas on n'est pas arrangé de cette façon-là. Donc, mais cependant, il y a différentes parties de l'organisation qui qui génèrent des informations qui sont pertinentes pour le secteur. Et ça comprend le compte satellite que je vous ai mentionné, qui est ailleurs dans l'organisation. Ça comprend aussi l'enquête sur la participation qui est dans un autre coin de l'organisation. Donc, le fait d'avoir ce dialogue-là avec le secteur nous permet d'exercer ça, c'est pas un problème, à mon avis. Là. On n'a pas besoin d'une division nécessairement du secteur à but non lucratif, mais on a besoin de coordonner mieux en fonction de ce que les gens nous disent en provenance du secteur. Donc, le fait d'avoir un comité aviseur, à mon avis, aide, vraiment permet cette fonction-là de coordination, nous force à la mettre en œuvre parce qu'on a des comptes à rendre. Puis, c'est pour moi, en tout cas, quelque chose de très positif parce que puis on va continuer cette conversation-là, je l'espère, au cours des prochains mois, des prochaines années. Puis parce qu'il y a de multiples façons qu'on peut, en fait, je pense, augmenter, disons, cette conversation-là. Juste pour vous donner un exemple. Beaucoup d'entre vous, probablement, pensez aux enquêtes. Ah, les enquêtes, c'est bien. Mais vous savez, les taux de réponse, parfois, sont un défi. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Mais peut-être que dans un proche avenir, ça va l'être un peu plus. Il y a des façons alternatives, des méthodes alternatives de collecte qu'il va peut-être falloir regarder un peu plus. Il y a peut-être aussi des liens qu'il va y avoir, des appariements qu'il va falloir faire avec les données du registre des entreprises, avec d'autres sources, qui vont nous permettre de jeter un éclairage un peu plus disons, et vous savez, il y a des opportunités de granularité qui sont grandes là, à ce niveau-là. Et puis, on veut savoir où sont ces sources alternatives de données-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait, en fait, mettre en lien avec le registre des entreprises dans le secteur à but non lucratif?
Il y a toutes sortes de choses qu'on peut discuter en ayant cette infrastructure-là en place. Cette conversation-là, ben, il faut qu'elle ait lieu parce que les enquêtes ne sont pas toujours la réponse à toutes les questions. Puis il faut qu'on se pose la question, quel est l'avenir des données en matière du secteur à but non lucratif? Comment est-ce qu'on jette un éclairage un peu plus granulaire? Quels sont les autres outils qui existent? Puis je pense que cette conversation-là doit avoir lieu parce qu'elle a lieu pour tous les autres domaines, à vrai dire. OK? C'est pas juste, parce que je suis responsable d'un portfolio qui est un peu plus large que celui-là. Puis cette conversation-là, je l'entends tous les jours. Le coût des enquêtes augmente. Puis ça, c'est pas moi qui. C'est pas une notion que je pense qui va surprendre personne. L'inflation touche tout le monde, y compris le domaine des enquêtes, vous savez. Donc, il faut qu'on trouve des méthodes alternatives puis qui sont efficaces d'un point de vue des coûts. Donc, cette conversation-là, on veut l'avoir. On est heureux de compter sur le comité aviseur pour pouvoir les avoir. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Donc, la première question et la deuxième, en fait, on aimerait bien savoir si, à partir des données que vous collectez, les statistiques que vous avez, est-ce que c'est possible de déduire pour connaître, par exemple, les détails sur une communauté originaire? Et les personnes ont posé la question sur une communauté originaire des pays Maghreb. Est-ce que c'est possible, à partir des données que vous avez, par exemple, de trouver ces informations spécifiquement pour les pays du Maghreb? Aussi, est-ce que c'est possible de connaître, par exemple, les changements organisationnels qui ont été effectués sur le long terme? Est-ce que c'est possible de déduire ces informations à partir des données que vous avez collectées? Je veux dire, spécifiquement sur les pays spécifiques ou les régions du monde spécifiques, non, malheureusement. Parce que, encore là, je reviens à mon exemple où est-ce qu'on, vous savez, on a une personne dans chaque organisme qui doit répondre au nom de l'ensemble de l'organisme. Hein. Donc, je veux dire, poser la question, est-ce que la personne qui fait partie du conseil d'administration à côté de moi, je suis probablement en mesure de dire que c'est une personne racialisée, mais je ne suis pas en mesure de dire de quel pays ou quelle région du monde, d'où elle vient. Donc, et il y a des limites aussi à ce qu'on peut poser comme question dans ce domaine-là pour des considérations de vie privée. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête là, aussi. Toutefois, au niveau des employés, oui, c'est possible. De voir, par exemple, au niveau des... parce que le recensement de la population du Canada fournit des informations sur, oui, l'origine ethnique de tous les Canadiens. Donc, on sait où ils travaillent, on sait quel genre d'emploi ils font. Donc, on pourrait imaginer une situation où vous pouvez identifier certains groupes industriels qui sont plus susceptibles de faire partie du secteur à but non lucratif, comme par exemple les hôpitaux, les écoles, les garderies, je ne sais pas moi, les services sociaux, il y a probablement moyen. Et de regarder ça et de dire, bon, ben, je veux dire, quelle est la composition, disons, la composition ethnique des employés qui travaillent dans l'industrie 1, 2, 3, 4. Il y a des études qui ont été faites dans l'organisation, d'ailleurs, sur certains, pendant la pandémie, je me souviens très bien, on avait publié une étude sur la proportion de gens qui faisaient partie de groupes racialisés qui travaillaient dans le secteur, dans le domaine, pas hospitalier, mais le domaine des soins de longue durée. Et on s'était rendu compte, en fait, que, ma foi, la proportion est excessivement élevée. Là. Je veux dire, si on n'avait pas eu le support de gens, des personnes racialisées qui viennent de partout à travers le monde, en fait, dans le domaine, dans les soins de longue durée, ça n'aurait pas été facile. Ces gens-là faisaient face à des situations très, très particulières, très précises. Ça a été vraiment quelque chose qui a ouvert les yeux à bien des... On a publié toutes ces études-là. Donc, pour certaines choses, je dirais oui. Dans le contexte spécifique de cette enquête-là, malheureusement, parce qu'il faut aussi dire qu'on a 8000
de taille d'échantillon avec un taux de réponse, malgré tout, que je pense tournait autour de 55-56 %. Donc, c'est déjà bon d'être capable de faire la désagrégation selon personnes racialisées et les autres groupes. Malheureusement, je ne peux pas aller plus en détail que ça. La deuxième question sur les changements organisationnels, c'est une bonne question. Peut-être quelque chose de porter à l'attention du secteur. Donc, comment le secteur change, lui? Et peut-être que ça veut dire que la prochaine fois qu'on le fera, il faudra regarder certaines questions. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais j'imagine qu'on pourrait s'intéresser à la question de savoir est-ce que la structure de ce que j'ai montré au début, là, le 33 du sport, là, ben, ça va être quoi dans 4-5 ans? Là? Est-ce que ça va être encore 33 La population vieillit? Peut-être que ça va être différent. Je veux dire, dans un contexte où notre population vieillit, est plus diversifiée, etc., ben, c'est naturel que probablement que le secteur va changer lui aussi, répondre davantage à d'autres. Puis on n'a pas parlé des autres défis auxquels on fait face comme pays. Là, je veux dire, saviez-vous, par exemple, que sur la question des besoins, là, quand on a posé 46 là, mais dans le domaine des services sociaux et de santé, mais c'est des 60, 65, 70 qu'on a eu. Ce chiffre-là varie aussi considérablement, mais c'est parce que le pays change, ça. Le pays change, puis il change vite pour ceux qui sont aux premières lignes des organismes à but non lucratif. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être intéressant à regarder. Est-ce que c'est en faisant une autre enquête dans le futur dans laquelle on pose la même question, ou est-ce que c'est le côté longitudinal de la chose, donc suivre les mêmes organismes à travers le temps, c'est toujours un peu plus coûteux, toujours un peu plus un défi au niveau statistique, mais quelque chose qu'on peut peut-être se poser comme question lors de nos prochaines consultations. Merci beaucoup. Alors, je vais passer très vite aux questions que je trouve sur mon écran. Donc, la première question, c'est de savoir dans quelle catégorie seraient les banques alimentaires. Alors, je crois que vous nous avez présenté les trois catégories, ceux qui servent, les entreprises qui servent les communautés, puis les commerciales, et puis après le gouvernement. Oui. Oui. Vous voulez savoir, donc la question, c'est... Donc, la question, c'est de savoir, oui, pour les banques alimentaires, ça se trouve... les banques alimentaires. Oh. Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est une bonne question. Les banques alimentaires font partie très certainement de l'une des 13 catégories qu'on a ici. Mais laquelle? Ça, je n'en suis pas sûr. Je vais devoir vous revenir là-dessus. Elles sont là, mais vous avez raison, c'est pas une catégorie séparée des 13. Donc, nous, ce qu'on peut fournir avec un degré, parce que vous savez, quand on fournit des statistiques, il faut qu'on le fasse avec un minimum pour avoir des statistiques de qualité. Mais il faut qu'on s'assure qu'on ait un minimum de représentation dans chaque groupe. Donc, quand on est au niveau des 13, au niveau des 6 régions, c'est plus compliqué pour nous d'aller à un niveau de détail plus élevé. Donc, les banques alimentaires sont à quelque part là-dedans, mais malheureusement, je ne pense pas être en mesure de fournir des données spécifiquement au niveau des banques alimentaires. Mais vous pouvez être sûr que je vais retourner à ma table à dessin pour voir où elles se trouvent, les banques alimentaires, dans mes 13 catégories, poser la question. OK. Et ça, c'est une question définitionnelle. Bien sûr, on suit. Vous savez, la question des NPO, des organismes de OSBL, nous, on va toujours suivre des standards internationaux pour les catégoriser. Donc, ça, c'est important de mentionner. On ne prend pas ça au hasard. Là. Je veux dire, on suit des standards qui sont imposés d'une certaine façon par des pratiques internationales. Mais je suis curieux de savoir dans quels endroits elles se trouvent. Dans quelle catégorie elles se trouvent. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à la seconde question. Les gens qui veulent savoir combien, d'ailleurs c'est Marie, combien d'organismes sans but lucratif ont des cadres dans l'ensemble. Alors, je pense que c'était sur les statistiques que vous avez présentées et les arrivés de savoir. Si vous avez c'est 92, ou si ma mémoire est bonne, là, je l'ai devant moi. 92,6 ont un conseil d'administration.
Ça, c'est ce que je sais. Donc, au niveau combien, donc, je veux dire, combien ont des cadres? C'est probablement dans le même ordre de grandeur, vous savez. Parce qu'il faut faire on fait la distinction entre ceux qui sont les membres du conseil d'administration et les gestionnaires cadres. Donc, on pose la question pour les deux. C'est sûr que, bon, vous en avez qui n'ont aucun des deux, mais c'est assez rare. Donc, si vous avez 93 des organismes à but non lucratif, notez que vous pouvez être un organisme à but non lucratif et ne pas avoir d'employés du tout. Donc, je n'ai pas en mémoire exactement ces chiffres-là, mais je ne me souviens plus quelle est la proportion en fait, des organismes sans but lucratif qui ont au moins un employé. Mais vous savez, vous en avez un certain pourcentage qui n'en ont pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important de mentionner. Vous me donnez beaucoup de devoirs aujourd'hui, je pense. Oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet, ce qui est vraiment très bien. Alors, la question suivante, c'est sur alors, la personne qui veut savoir, déjà Marc, qui voudrait savoir, est-ce que les données collectées sont accessibles au public? Oui, Est-ce que les gens oui, peuvent les utiliser? Donc, ça, c'est bien. oui, Ça, c'est oui, d'accord. oui. De nombreux tableaux, en fait, ont été publiés sur notre site. C'est pas toujours évident de naviguer dans le site, mais si vous accédez au quotidien du 20 mars 2023, dans le site, vous devriez avoir accès non seulement au tableau du quotidien, mais ça devrait vous envoyer, le lien devrait vous envoyer vers tous les tableaux qui ont été publiés ce jour-là en fonction de l'enquête en question. Puis, on va vous envoyer le lien aussi. Le lien se trouve dans la présentation. Et la présentation sera partagée, je pense, suite à ce webinaire. Alors, la question suivante, c'est sur vraiment la même question, je dirais. Donc, est-ce que c'est possible, je vais par exemple, est-ce que vous incluez, si on a un groupe communautaire du quartier, par exemple sportif, nous on a enregistré, est-ce que ce groupe est inclus dans les statistiques? Est-ce que vous les considérez comme les OSBR? Oui. 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 En fait, le groupe peut être enregistré comme il ne peut ne pas être enregistré, mais il en fait partie. Donc, on pourrait s'étendre sur la définition exacte, mais c'est une définition qui est très englobante. Un groupe communautaire, oui. Oui. Va faire partie de ça. Donc, nous sommes, et c'est la grande qualité de faire affaire avec nous, c'est que nous avons un échantillon représentatif du secteur. Donc, c'est ce qui nous permet de dire, pour le secteur en général, les pourcentages que je vous ai présentés aujourd'hui s'appliquent au secteur en général. Donc, on peut dire 33 du secteur à but non lucratif au Canada, c'est des organismes dédiés au sport, et etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est le principe de probabilité échantillonnale qui nous permet de faire un peu de magie et de produire les résultats que vous avez vus aujourd'hui. D'accord. Alors, quelqu'un, en fait, François, qui aimerait savoir si c'est possible d'avoir une source qui offre des descriptions ou définitions de ces diverses catégories, en fait. Est-ce qu'on peut trouver ces catégories ou sont incluses ces catégories? Toutes les informations sont disponibles autant que je sache sur notre site, mais si encore là, il y a de la difficulté, vous pouvez toujours nous contacter, puis on peut vous guider sur les définitions qui ont été utilisées Vous pouvez aussi nous envoyer un message à Infomédia, donc le lien Infomédia qui est présent sur notre site web. Donc, si vous voulez contacter Statistique Canada, c'est la façon de le faire. Donc, poser des questions sur les résultats. Vous voulez avoir des questions définitionnelles, Infomédia, c'est la façon de faire. Et puis, eux vont nous rediriger vers les personnes qui vont être en mesure de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, le reste, je pense que c'est juste des remarques, des remarques. Et je suis curieux de constater que 20% des organismes de l'étude sont qualifiés de religieux, alors que les données sur les personnes publiques cibles indiquent seulement 10%. Ça, c'est juste une remarque, je dirais. Okay. Et oui, il y a une seule question qui reste, c'est est-ce que c'est possible de distinguer les organismes religieux entre les organismes de bienfaisance enregistrés et les autres organismes sans but lucratif? La réponse à ça, c'est oui. D'accord. C'est simple que ça.
Merci beaucoup. Donc, c'est bien, c'est fini. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Donc, merci beaucoup à Sébastien d'avoir été des nôtres aujourd'hui et tout son travail pour cette enquête. Nous sommes reconnaissants vraiment de nous avoir fait bénéficier de votre savoir et de votre expérience. Merci à tous ceux qui sont toujours rejoints à nous aujourd'hui et qui ont suivi tous les webinaires animés par la coalition au printemps. C'est super de voir tant de gens intéressés par les données sur le secteur habile dans le quartier. Si vous souhaitez en savoir plus sur la coalition pour les données fédérales sur le secteur habile dans le quartier, cette information se trouve dans le clavardage ou dans le chat en direct. Je vous remercie beaucoup et au revoir et bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.